Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Alors, que vous soyez en direct ou que vous nous écoutiez en différé, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait plaisir de vous accueillir en grand nombre à ce webinaire qui est offert dans le cadre de la 36e semaine de prévention du suicide, dont le thème cette année, c'est Tendre la main et soutenir l'espoir. Alors, mon nom est Marilyn Nassar, je suis du service santé-bien-être à la direction des ressources humaines du CIUS de l'Estrichus. Ce webinaire est présenté en collaboration avec la direction de la santé publique de notre établissement. Donc, pour cette semaine de prévention du suicide, l'Association québécoise en prévention du suicide nous invite la population à s'engager à oser parler du suicide. Dans le cadre de la campagne Tendre la main, soutenir l'espoir, oser parler du suicide, ça devient un geste de prévention en soi, une façon concrète de tendre la main vers l'autre. Je vous ai d'ailleurs mis le lien dans le clavardage concernant la campagne de l'Association québécoise en prévention du suicide. Je vous invite à aller le consulter après où vous pouvez retrouver vraiment plusieurs informations en lien avec la semaine, aussi des messages des fois qui sont inscrits pour l'utilisation sur vos médias sociaux. Alors, n'hésitez pas à aller explorer. Les personnes qui sont en différé, je vais vous mettre le lien aussi dans le courriel pour que vous puissiez avoir accès à cette information-là également. Donc, de notre côté, ce qu'on a choisi pour tendre la main et soutenir l'espoir, c'est de vous proposer ce webinaire-là qui s'intitule Agir avec sensibilité, intégrer la diversité en prévention du suicide. Donc, avant de passer la parole à notre conférencière, je rappelle que le webinaire est enregistré. Le lien va vous être envoyé par courriel d'ici la fin de la journée. Puis, vous aurez également accès là, au PowerPoint là, pour que vous puissiez avoir les informations qui sont présentées aujourd'hui en vous concentrant bien sur le contenu. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à utiliser le clavardage. Je vais me faire votre voix pour pouvoir les adresser à notre conférencière. Puis sinon, on va avoir une courte période à la fin de la rencontre pour euh, vous entendre si vous avez des questions. À la fin de la rencontre, je vais aussi vous déposer le lien vers le formulaire d'appréciation. Si vous pouvez prendre 3 minutes pour le compléter, ça nous aiderait beaucoup de notre côté. Puis, je vais aussi transmettre vos commentaires à Sylvie là, pour qu'elle puisse vous entendre en lien avec votre appréciation de la rencontre aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à Sylvie Potvin, qui est notre formatrice à Jevy, le Centre de prévention du suicide Estrie, et notre invitée ou en fait conférencière préférée pour nous entretenir en lien avec la prévention du suicide à chaque année depuis maintenant quelques années qu'on a une belle collaboration avec toi, Sylvie. Donc, voilà, je te passe la parole pour que tu puisses débuter le webinaire. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Les webinaires, on se rend compte que ça ne cesse d'augmenter en popularité. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Brièvement, là, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Là, je vais prendre 1 minute pour le faire. Marilyn l'a dit, je suis formatrice à Jevy au centre, le Centre de prévention du suicide Estrie. Ça fait plus de 22 ans que je travaille pour le Centre de prévention. Donc, j'ai fait beaucoup d'interventions et depuis 13 ans maintenant, je suis formatrice. Donc, je donne différents contenus de formation. Je vais être très transparente avec vous quand Marilyn m'a abordé pour parler de la diversité. J'ai été obligée de me questionner un petit peu à savoir, mais pourquoi c'est nécessaire de parler de ça? Parce que en prévention du suicide, moi, peu importe les gens que j'ai devant moi, c'est toujours pour moi, j'interviens toujours de la même façon. Et finalement, je vais être très honnête avec vous, en faisant mes lectures, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que, oh, il y a des petites différences qu'on doit intégrer, même si on n'en est pas toujours conscient. Donc, c'est un peu ce que je vais vous partager. Fait que voilà, on va débuter tranquillement. Je vais vous partager mon écran. Je vais commencer avec ça. Ça va déjà être un bon départ. Je vais inclure le son. Voilà, Marilyn, on voit bien la présentation à l'écran? Oui, on voit bien. Super. Donc, voilà, avant de commencer, avant d'aller plus loin, je veux quand même prendre un moment pour reconnaître que parler de suicide
peut susciter des émotions. C'est un sujet à laquelle on n'est pas insensible. Euh, c'est un sujet qui peut être sensible et délicat pour certaines personnes. Si jamais le thème d'aujourd'hui vous touche ou vous concerne personnellement, moi, je tiens à vous dire que je vais quand même être disponible à la fin de la présentation s'il y en a qui ont besoin de plus de détails ou il y a moyen là, qu'on puisse se parler de façon un petit peu plus privée. Et vous allez voir aussi à la fin de la présentation, les ressources d'aide vont y être. Donc, n'hésitez pas. L'aide est disponible pour vous. Vous n'êtes pas seul. Donc, je tenais quand même à le préciser. Je sais que juste parler de suicide, parfois, ça peut faire ressurgir certaines choses. Donc, voilà, ma petite mise en garde, elle est faite. Je vous en ai parlé, ça fait plus de 20 ans que je travaille en prévention du suicide. Ça fait plus de 20 ans que je répète les mêmes choses, du moins concernant la prévention du suicide. Euh, il y a beaucoup encore de préjugés et le suicide demeure un sujet tabou. Même si on évolue comme société, ça demeure quand même présent, hein, ces fameux préjugés-là. Alors, vous comprendrez que si on ajoute des préjugés à d'autres situations ou d'autres problématiques, ça vient un peu rendre des choses un peu plus complexes. C'est pour cette raison-là qu'on a effectivement voulu parler de la diversité culturelle et diversité de genre. Donc, voilà les objectifs aujourd'hui du webinaire. La première des choses, je veux pas faire de vous des experts. Le but du webinaire aujourd'hui, là, ce n'est pas nécessairement non plus pour vous donner développer des compétences au niveau de l'intervention. C'est vraiment au niveau c'est plus le savoir-être de façon générale. Donc, voici les objectifs. Mieux comprendre l'impact de la culture et du genre sur la détresse parce que effectivement, ça peut avoir un impact. On va identifier aussi certains facteurs de risque. On va reconnaître les obstacles à la demande d'aide parce qu'effectivement, la culture peut être un obstacle et comment adopter des pratiques plus inclusives également dans nos relations, dans nos interventions, oui, mais dans nos relations avec les autres. Oui, on va faire je vais vous présenter une brève vidéo là, qui vient de la Trousse Horizon. Trousse Horizon, c'est un outil qui a été développé pour les intervenants, premièrement. Puis ça a été développé, entre autres, j'essaie de trouver, j'ai perdu un petit peu là, mais c'est un centre de recherche qui s'adresse, je vais vous le donner, vous allez avoir les sources aussi à la fin. Mais le but vraiment de cette trousse-là, c'est pour outiller les intervenants à mieux adapter leur intervention avec la clientèle, avec les gens qui proviennent de différentes cultures. Donc, je vous invite, si vous êtes intervenant, là, les liens vont être à la fin aussi, vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus. Avant de débuter, je veux quand même avoir une petite vidéo d'introduction juste pour mettre en place le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous partage ça. Marilyn, est-ce que tu vois les vidéos? Oui, parfait. Donc, je vous passe ça, ces deux petites vidéos d'à peu près 2 minutes chaque. Donc, bonne écoute. Yvan, 45 ans, a quitté la Russie il y a quelques années après la mort suspecte. Marilyn, tu disais? Tu veux l'agrandir, on le voit en petit, Oui, puis la façon qui est faite, je n'ai pas moyen d'agrandir, de le mettre en plein écran. L'important, c'est le son. Vous allez voir, c'est juste des petites animations. Fait que allons-y comme ça. C'est reparti comme ça. De son partenaire, avec qui il avait une relation secrète. Incapable de vivre ouvertement son deuil et craignant pour sa propre vie, il est arrivé clandestinement au Canada, par bateau.
Il a été détenu une semaine dans un établissement de type carcéral avant de pouvoir demander l'asile. Depuis son arrivée à Montréal, Yvan n'a pas sollicité les organisations de soutien aux personnes en demande d'asile ou aux personnes LGBTQIA+. S'estimant chanceux d'être dans un pays reconnu pour son ouverture à la diversité, il pense ne pas avoir besoin d'aide. Sa demande d'asile est acceptée après 3 ans. Cependant, Yvan ne trouve pas d'emploi dans son domaine. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il subit des agressions verbales liées à ses origines russes au travail, en public et en ligne. Il constate aussi une hausse des crimes haineux envers les personnes LGBTQIA+ au Canada. Sa méfiance envers la police persiste depuis la mort non résolue de son partenaire en Russie. Il se sent doublement discriminé, persécuté de toutes parts et sans recours. Yvan se rend dans une clinique sans rendez-vous pour renouveler sa prescription. Il demande d'augmenter sa dose, expliquant qu'il a du mal à dormir et se sent souvent anxieux. Le médecin sait qu'Yvan est d'origine est-européenne et appartient à la communauté LGBTQIA+. Pressé par le temps et présumant qu'Yvan est un buveur et un fêtard, il concentre la consultation médicale sur sa consommation d'alcool ou de drogue. Yvan se sent jugé sur la base de stéréotypes. Il décide de dissimuler ses habitudes de consommation. Le médecin ne détecte ni le traumatisme, ni la détresse émotionnelle d'Yvan. Quelque temps plus tard, Yvan tente de se suicider. Après avoir avalé des pilules, il contacte son ami Johan qui appelle le service d'urgence. Yvan est à l'hôpital après sa tentative de suicide. Il rapporte au médecin qu'il ne se sent jamais accepté comme il est, qu'il soit en Russie ou au Canada. Même à Montréal, il ne se sent en sécurité qu'avec ses amis. Il dit regretter être en vie. Il révèle aussi consommer régulièrement beaucoup d'alcool et de drogue. À sa sortie de l'hôpital, un suivi étroit est mis en place. Petite introduction, ça fait partie de la trousse Horizon que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, s'il y a des gens qui veulent en apprendre un peu plus, vous pourrez y aller. Mais ce bref vidéo explique vraiment des fois la complexité au niveau de la prévention du suicide, hein. Je vous ai déjà parlé des préjugés qui sont en lien directement avec le suicide. Là, on vient d'ajouter des gens qui viennent d'une culture différente et on vient ajouter aussi une diversité sexuelle en plus de tout ça. Donc, ce sont des choses qui viennent s'additionner. Donc, si ça s'additionne, puis je parle d'additionner, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on parle davantage que ça se multiplie, les facteurs de risque. D'où l'importance, peut-être justement, d'avoir une plus grande sensibilité dans nos interactions avec les gens qui viennent de tous ces horizons. Pour commencer, je veux quand même vous parler de quelques définitions. Donc, on parle de discrimination, hein. On a vu tout à l'heure que Ivan se sentait discriminé. Donc, la discrimination, c'est quoi? C'est le fait de distinguer, de traiter différemment, le plus souvent en plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Fait que je vous ai mis une petite image pour distinguer. C'est vraiment une distinction qui est faite. On s'attarde à certains éléments pour discriminer les personnes. Je pourrais vous donner un exemple. Ça pourrait être une personne d'origine étrangère qui postule pour un emploi. Elle possède les mêmes compétences et les mêmes expériences que les autres candidats, mais le recruteur refuse de le convoquer en entrevue uniquement à cause de son nom qui est perçu comme non québécois. Donc ça serait de la discrimination. On poursuit avec la stigmatisation. Donc, c'est un grand terme qui veut dire beaucoup de choses. Ça désigne l'ensemble des attitudes, les croyances, les comportements négatifs à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de caractéristiques particulières telles que la couleur de la peau,
certains comportements ou diagnostics de santé mentale, ça entraîne un opprobre social, donc un discrédit social qui va venir influencer la manière dont les individus sont perçus et traités. Ça peut mener à l'exclusion et à l'isolement avec des conséquences néfastes sur la santé physique, mentale et sociale. Donc, ça aussi, ça vient s'ajouter à tout ça. Dernière petite définition, on a parlé d'avoir une prévention du suicide plus inclusive, d'avoir une attitude plus inclusive. Donc, l'inclusion, c'est quoi? C'est la mise en place de pratiques qui permettent à l'ensemble des membres de la société d'être et de se sentir valorisés, soutenus et respectés, en portant une attention particulière aux groupes sous-représentés au sein de la communauté. L'image qui est là vient vraiment permettre de bien comprendre c'est quoi l'inclusion. On a l'égalité, c'est qu'on traite tout le monde de la même façon. L'équité, ben, c'est d'essayer justement de, malgré les différences, de rendre ça équitable pour tous. Et l'inclusion, c'est vraiment l'acceptation des différences. On prend les gens tels qu'ils sont. L'inclusion, c'est de passer du tu es toléré à tu as ta place ici et ta voix compte, donc on va en tenir compte. C'est là l'importance de parler d'une prévention du suicide plus inclusive, puis nous avons tous un rôle à jouer pour y arriver. Donc, voilà. Je vais vous parler des différents facteurs. Qui est représenté souvent par l'espèce d'iceberg. L'image de l'iceberg, on la voit souvent. Le suicide, c'est multifactoriel. On ne se suicide pas juste pour une raison. Donc, c'est souvent un cumul de plusieurs éléments. Et bien entendu, on parle de facteurs de vulnérabilité. Donc, quand on parle de facteurs de vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment les caractéristiques qui sont associées, c'est les caractéristiques personnelles de la personne qui sont associées à une plus grande probabilité qu'une personne vive une expérience suicidaire au cours de sa vie. On parle de facteurs individuels, de facteurs relationnels, des facteurs communautaires et sociétaux. Donc, ces facteurs-là sont liés souvent à l'histoire de vie de la personne. Il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont particulièrement associés premièrement à la migration, mais à l'appartenance à un groupe minoritaire aussi, puis à son intégration. Donc, par exemple, quand on parle de facteurs de vulnérabilité individuelle, on parlerait par exemple de est-ce que la personne a déjà fait des tentatives de suicide antérieures? Est-ce qu'elle consomme des substances? Est-ce qu'elle est plus impulsive? Est-ce qu'elle a un trouble de santé mentale? Avoir des douleurs chroniques? Avoir vécu aussi plusieurs adversités à l'enfance? Avoir vécu des pertes d'emploi ou financières. Donc, ça, c'est plus quelque chose qui lui appartient. Au niveau des facteurs relationnels, ben, tout ce qui comprend ou tout ce qui concerne l'isolement, la violence vécue dans la famille, les traumatismes intergénérationnels, les relations conflictuelles, le manque de soutien, les pertes d'un proche, on tombe aussi dans des facteurs plus relationnels. Au niveau communautaire, ben, la barrière d'accès aux soins et aux services, la stigmatisation, et là, vous me voyez venir avec notre sujet d'aujourd'hui, tout le stress qui est lié à la migration, donc tout le parcours migratoire que les gens ont vécu, que les personnes immigrées ont traversé, la discrimination, la croyance culturelle et religieuse où le suicide est noble, ça peut être une résolution de problème aussi pour certaines cultures. Le sentiment d'appartenance demeure aussi un facteur important à considérer. Au niveau sociétal, bien entendu, tout l'obstacle dans l'accès aux soins et aux services, la stigmatisation des problèmes de santé mentale, l'accès aux moyens létaux,
les catastrophes, les guerres, les conflits, les récessions, etc. On parle aussi pour les gens avec une diversité sexuelle, toute l'homophobie, la transphobie, euh, les menaces aussi à l'intégrité. Ça fait tous partie des facteurs qui viennent un peu augmenter le risque quand les gens traversent un épisode suicidaire. On vient ajouter à ça les facteurs précipitants qui s'appellent aussi beaucoup, si vous voyez dans vos lectures les moments critiques, ben, ce sont nos facteurs précipitants. Donc, ça, c'est la partie qu'on voit à l'extérieur de l'eau. Donc, bien entendu, ce sont des stresseurs, c'est des événements qui surviennent, qui viennent créer un déséquilibre dans la vie d'une personne et ça peut provoquer un passage à l'acte suicidaire. Donc, c'est souvent la goutte de trop. C'est souvent ce qui fait que les gens vont poser un geste. Ça vient jouer, entre autres, sur les facteurs de vulnérabilité. Ça vient augmenter ces facteurs-là. Donc, des facteurs précipitants, c'est sûr que vous en connaissez plein. Les pertes significatives, soit les pertes d'emploi, d'argent, les ruptures, les décès, les pertes ou l'abandon d'une structure encadrante. Donc, les gens qui ont un congé de l'hôpital, qui sortent de thérapie. Si on parle de facteurs précipitants, plus en lien peut-être avec la population immigrante, les expériences qui entraînent un sentiment de honte ou d'humiliation, ou qui ont vécu, ou les événements qui sont vécus comme un échec, comme par exemple de perdre la face, les refus de demande d'asile, les difficultés scolaires, surtout quand les attentes sont élevées. Je pense entre autres aux étudiants étrangers. Souvent, la famille a fait beaucoup de sacrifices pour envoyer les gens ici. Donc, quand les résultats ne sont pas là, ça peut entraîner beaucoup de stress par rapport à ça. Les conflits avec les membres de la famille, le réseau de soutien à la communauté, la discrimination ou les traitements injustes. Donc là, on voit que les gens qui sont immigrés peuvent vivre des stresseurs un peu différents de la population générale, difficulté à s'adapter à un nouveau milieu culturel, sentiment de ne pas être compris par les autres. Et là, on en a plein d'autres. Vous pouvez en imaginer plusieurs. On parle aussi des menaces d'éviction. On a vu souvent aussi dans les médias actuellement des gens qui doivent retourner dans leur pays au niveau de l'immigration. Là, ils ont des difficultés. Donc, tout ça vient s'ajouter. Heureusement, on a des facteurs de protection qui viennent un petit peu, ça vient un peu diminuer tous ces risques-là. On parle entre autres des ressources internes, externes qui aident la personne à maintenir une bonne santé, un bien-être à travers les épreuves vécues. Ça vient vraiment réduire les impacts des facteurs de vulnérabilité. Comme facteur individuel, ben, l'évaluation morale négative du suicide, le fait de croire comme individu que le suicide, ce n'est pas une issue ou une option qui est possible, c'est déjà un élément qui protège. Avoir une capacité de résolution de problèmes, avoir des stratégies d'adaptation positives, avoir un sens fort de l'identité culturelle. Donc, on s'associe beaucoup, on donne un sens à notre culture. Les habitudes de vie saine, recherche d'aide, aussi la capacité d'aller chercher de l'aide, avoir des raisons de vivre, c'est également un facteur de protection. On peut, si on parle davantage de facteurs de protection communautaire, avoir un sentiment d'appartenance est très important. Vous allez voir, si vous allez voir un peu dans la trousse Horizon, ça revient très souvent, le sentiment d'appartenance. Avoir du soutien dans les écoles, du soutien dans les activités communautaires, l'accès aux soins. L'intégration à l'emploi, participation à la vie collective, ça aussi, ce sont des facteurs de protection. Le
la difficulté, ben pas la difficulté, mais l'enjeu majeur, c'est l'espèce d'effet cumulatif. Donc, dans le jargon, on appelle ça vraiment l'effet d'intersectionnalité. C'est que les risques vont augmenter quand se croisent différentes choses. Comme par exemple, si on parle de la culture, puis on vient ajouter quelque chose par rapport au genre plus la migration, le racisme, la pauvreté, l'isolement, la culture en plus du suicide. Donc, quand ces éléments-là viennent se croiser, ça se multiplie les risques. Ça ne fait pas juste s'additionner. Une personne peut être forte dans un contexte puis extrêmement vulnérable dans un autre. Il est essentiel de voir la personne dans toute sa complexité. C'est pour ça que c'est hyper important d'éviter de minimiser la souffrance que la personne vit. Tu sais, par exemple, on pourrait lui dire, ben, arrête de penser à ça, pense plus positif, tu sais, retrouve ton espoir. C'est bien beau de le dire, mais dans le vécu, la personne peut sentir qu'on minimise la souffrance qu'elle vit. Euh, on évite aussi d'imposer nos valeurs, bien entendu, nier l'identité de genre. Moi, je l'ai vécu quelquefois, je vis hein, des gens pour qui ils sont en processus de changer de genre. Euh, le côté administratif n'est pas tout à fait terminé. Tu sais, les papiers légaux ne sont pas changés. La personne s'identifie quand même à un autre, au sexe. Oups, je viens d'avancer tout ça. Euh, donc, c'est important pour cette personne-là de pouvoir aussi s'identifier à la personne qu'elle s'identifie. Donc, de lui demander comment elle veut qu'on l'appelle, euh, de respecter les prénoms aussi. Donc, de tout adapter notre langage, ça fait partie aussi de petites actions qui peuvent faire une grande différence. On fait attention aussi de ne pas tout ramener à la culture. C'est culturel, c'est normal que ce soit comme ça. Euh, oui, il peut avoir des généralités, des traits ou des choses qui ressortent de façon plus générale, mais on ne doit pas tout généraliser non plus à tous les individus, même à l'intérieur d'une même culture. Il y a des gens qui peuvent se sentir un peu différents, un peu en marge de leur culture. Donc, on ne veut pas faire des généralités. L'autre chose à laquelle on doit faire attention, c'est d'aller trop vite aux solutions. Prendre le temps peut-être de regarder avec la personne, elle, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle désire, au lieu que nous, on lui propose qu'est-ce que nous, on pense qui est le mieux. Donc, juste de faire attention à tout ça. Les bonnes pratiques, c'est bien correct de vouloir s'adapter un petit peu, de vouloir adapter nos choses. Donc, au niveau de notre posture, la posture, là, ça comprend tout notre savoir-être, ça implique un petit peu comment on se présente à la personne, comment on interagit avec elle. Donc, on dit d'adopter une posture ouverte et inclusive en utilisant un vocabulaire respectueux et en respectant les pronoms et préférences de la personne. Je vous ai mis des exemples de questions. Tu sais, comment on pourrait vérifier auprès de la personne quel prénom, quel pronom préfères-tu que j'utilise quand on parle ensemble? C'est quoi tes préférences? On dit aussi d'éviter les stéréotypes culturels, puis on se doit de reconnaître l'intersection des différentes facettes identitaires, l'espèce d'intersectionnalité que je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent venir influencer l'expérience de la personne. Voici un exemple de question. Y a-t-il des aspects dans ton milieu culturel, familial ou social qui rendent les choses plus difficiles, qui sont plus aidantes pour toi en ce moment? Donc, on va aller vérifier, on va aller valider dans les deux sens. Souligner la résilience de la personne aussi tout en respectant son rythme de dévoilement. Voici un exemple de ce qu'on pourrait dire. Tu n'es pas obligé de me donner des détails tout de suite. Tu sais, d'essayer de ne pas trop insister non plus pour que la personne se dévoile.
On peut y aller à ton rythme, ça demande beaucoup de courage d'en parler. Donc, on reconnaît en même temps la résilience de la personne. Donc, c'est des petites choses. J'ai envie de dire, tu sais, dans les bonnes pratiques, dans notre posture, je le sais qu'on vit un certain malaise. Des fois, on voudrait donc trouver la bonne phrase qu'on va dire au bon moment. On ne veut pas faire d'erreur. On essaye d'être le plus juste possible. J'ai juste envie de vous dire, on n'a pas besoin de tout comprendre pour être aidant. Souvent, juste une présence respectueuse, une écoute sincère, ça fait déjà une énorme différence. N'hésitez pas à dire à la personne, moi, je ne vis pas ce que toi tu vis. J'ai pas la même réalité que toi, mais j'aimerais ça en apprendre un peu plus. J'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus. Déjà, d'avoir cette espèce d'envie d'en savoir plus, c'est déjà beaucoup pour l'autre personne. C'est de la mettre dans... En faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met la personne comme l'experte de sa situation. Et ça peut faire toute une différence. On a, quand on parle de posture aussi, tu sais, par rapport à être plus inclusif, avoir une posture ouverte, demander à la personne aussi, ça je l'ai dit, j'en ai déjà parlé, je m'excuse. Voilà. Je continue dans la posture encore une fois. Donc, quand on parle d'agir avec sensibilité, ben c'est d'écouter sans juger. Là, vous allez me dire, Sylvie, mon Dieu, tu vas vraiment à la base. C'est pas toujours simple d'écouter sans juger, sans avoir de réaction. C'est important aussi de ne pas présumer. Donc, on ne veut pas amener la personne à penser que ben, dans sa culture, ça, c'est pas accepté. Posons des questions, allons voir. Poser des questions ouvertes, bien sûr. Les questions ouvertes, c'est que ça permet vraiment d'en apprendre un peu plus sur la personne. Ça l'oblige à nous donner un peu plus d'informations, puis ça fait en sorte qu'on vient diminuer le nombre de questions qu'on va lui poser aussi. Les fameuses questions fermées, là, les questions qu'on pose qui se répondent par oui puis par non, c'est vite répondu, la personne n'a pas besoin, c'est pas très confrontant non plus. Donc, allons-y vraiment avec des questions ouvertes. Valider le vécu aussi avant de conseiller. Allons voir ce que la personne veut. Qu'est-ce que la personne souhaite? C'est quoi ses attentes? Comment elle aimerait qu'on l'aide? Comment elle aimerait qu'on l'accompagne? On a une façon de penser, on pense que tous les gens ont besoin de la même chose, puis c'est là qu'on fait des erreurs souvent. Allons vérifier auprès de la personne qu'est-ce qu'elle souhaite. Respecter le langage que la personne utilise et les pronoms. Le langage, je trouvais ça drôle quand j'ai vu ça, mais quelqu'un qui vient d'un autre pays, nos expressions, les mots que nous, on utilise, ça peut être un peu difficile à comprendre pour la personne, d'où l'importance d'essayer d'utiliser un langage qui va être commun aux deux personnes, là. D'essayer d'utiliser, éviter d'utiliser des expressions, mais davantage les mots que la personne utilise puis qu'elle connaît. Les actions concrètes. Agir avec sensibilité, c'est adapter son langage. Ça, je viens de vous en parler. Orienter vers des ressources adaptées et appropriées. Ne faut pas oublier que les gens connaissent peut-être pas nécessairement notre réseau local de services, mais même nous là, qui sommes habitués, on travaille là-dedans, on le connaît, le centre de notre réseau l'offre de service qui est offerte, mais ça change souvent beaucoup. Donc, n'hésitons pas d'accompagner la personne dans les démarches qu'elle va faire. Ça peut être de faire des petites recherches pour elle, de lui donner vraiment les numéros de téléphone.
lui donner aussi les informations sur les services offerts, des ressources qu'on va lui proposer, tenir une liste de ressources de la région quand c'est possible, puis de tenir une liste de ressources aussi qui peuvent vraiment aider la personne avec ce qu'elle traverse et ce qu'elle vit. Ça peut être bien intéressant. On dit de créer des espaces sécuritaires. Ben, ça veut dire quoi, ça, des espaces sécuritaires? Premièrement, s'assurer d'une sécurité émotionnelle et psychologique, s'assurer d'avoir un accueil chaleureux, un accueil sans jugement, avoir une attitude non moralisatrice, donc pas commencer à faire la morale aux gens. Ça pourrait vouloir dire aussi de reconnaître puis respecter la diversité culturelle, donc les expressions différentes de la souffrance et de la détresse. Le rapport à la mort aussi peut être différent. Euh, Tu sais, au niveau du suicide, j'ai eu comme des questions en disant, est-ce qu'il y a des cultures qui se suicident plus que d'autres? Premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe la culture d'où tu viens, la définition du suicide, la définition du geste suicidaire y compris, c'est la même pour tous. Où on va avoir une distinction, c'est le sens donné à la mort. Donc, ça peut être intéressant de s'intéresser aussi à comment les gens perçoivent la mort et c'est quoi le sens que les gens donnent au suicide. Euh, j'ai des personnes, moi, qui venaient de différentes cultures, que dans mon travail, à un moment donné, ils ont réagi à ma question quand j'ai vérifié la présence des idées suicidaires, par exemple. Ils se sont sentis insultés par ma question parce que pour eux, le suicide, dans leur culture, c'est pas une option. Et en posant cette question-là, les gens pensaient que je minimisais ou banalisais leur capacité de rebondir, leur résilience. Donc, ça m'a permis de venir un peu clarifier, de venir un peu regarder avec les gens pour quelles raisons je l'ai fait. C'est surtout pas dans un but de minimiser leur capacité, mais au contraire, ici au Québec, ben, malheureusement, c'est une réalité qui existe. Il y a des données qui ont été, dans la trousse Horizon, il y a des petites données qui ont été, qui sont sorties par rapport justement au taux de suicide parmi les personnes immigrantes. Et ce que ça disait, entre autres, c'est que les taux de suicide sont relatifs. Bien, premièrement, chez les personnes immigrantes, le taux de suicide est un petit peu plus bas que dans la population générale, sauf que ce taux-là va augmenter avec les années au fur et à mesure que le temps va passer, qu'ils vont être arrivés dans leur pays d'accueil, le taux de suicide va augmenter légèrement pour revenir un petit peu au taux qui se retrouve dans la population générale. Donc, il y a quelque chose un peu de culturel par rapport à tout ça. On parle d'espace sécuritaire. Bien sûr, la clarté, la confidentialité, la prévisibilité, d'établir des règles claires, être cohérent aussi entre ce qui est dit et ce qui est fait, montrer un cadre rassurant, un cadre transparent. Ça fait partie ça fait partie un peu du fait de créer des espaces sécuritaires pour les personnes. On parle aussi d'encourager le soutien communautaire, donc de ne pas hésiter de référer les gens vers les ressources. On veut aussi briser l'isolement, bien entendu. Oups, je suis rendue où? Voilà. On veut que les gens brisent l'isolement. Oui, fait que le soutien est important, d'où les organismes communautaires aussi, de connaître les organismes qui peuvent soutenir dans certaines situations. Euh, Assez important de pouvoir le faire. Rester présent pour soutenir l'espoir. Euh, oui, on a parlé, hein, le thème de la semaine de prévention du suicide. Tendre la main, puis susciter cet espoir-là, soutenir l'espoir. Juste le fait d'être là, juste le fait de prendre des nouvelles,
le fait de s'intéresser aux gens, ça peut vraiment faire une grande différence. Important justement d'être sensibilisé à ça. Marilyn, as-tu des questions, toi, qui sont apparues avant que je me lance là, dans la période de... Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions. Non. J'en ai eu quand même des questions. Tu m'en avais fourni quelques-unes. J'aimerais ça prendre peut-être le temps de pouvoir regarder tout ça. Il y a des gens, à un moment donné, qui disaient beaucoup qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui vont aborder le sujet du suicide et qui vont se refermer, ils vont se raviser, ils vont se rétracter par rapport à ça. Et c'est comme si les gens se fermaient un petit peu plus. À part de leur dire qu'on est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Bien, déjà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne s'est refermée. On peut, nous, comme individus, se questionner aussi à savoir, est-ce que j'étais dans l'écoute? Est-ce que, sans le vouloir, j'ai peut-être porté un jugement de valeur? Mais déjà, quand on veut en apprendre un peu plus, c'est d'essayer de dire à la personne, je comprends que ça peut être difficile pour toi d'aborder ce sujet-là parce que la détresse, l'expression de cette détresse-là peut être différente d'une culture à l'autre. Donc, déjà, de s'y intéresser, de demander à la personne de nous en parler un peu plus, respecter aussi son rythme. Oui, se montrer disponible, de lui dire effectivement qu'on demeure présent. Ça peut être de la questionner, d'oser peut-être aborder ce sujet-là, être très transparent, de lui nommer, de dire je le sais que c'est difficile, que c'est pas facile. En même temps, je trouve ça plate que tu te prives. Tu sais, moi, je veux t'aider du mieux possible. C'est d'essayer d'insister gentiment. On essaye de pas trop brusquer, bousculer. Puis, n'hésitez pas, si vous vous retrouvez dans une situation qui vous fait vivre de l'impuissance parce que vous voulez aider quelqu'un, n'oubliez pas que les ressources d'aide qui vont apparaître un petit peu tantôt, là, un petit peu plus tard tout à l'heure, vous pouvez les utiliser pour vous-même, ces ressources-là aussi. On est là pour vous accompagner, pour vous guider dans l'aide que vous voulez apporter. L'important, c'est de ne pas rester seul. Sujet tabou pour les diverses cultures, je vous en ai parlé tantôt avec l'intersectionnalité. Les sujets tabous, là, c'est mondial, hein, des sujets tabous, là. Le suicide en est un. Les problèmes de santé mentale, c'en est un autre. L'homosexualité, la transgenre aussi. Donc, on vient ajouter certains sujets plus difficiles. Et c'est clair que si tu as été élevé dans un milieu où il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder, ben ça va être aussi difficile pour ces gens-là d'en parler. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont éviter. Des fois, ça va être de choisir des mots plus doux. On peut aborder le sujet en utilisant des mots moins directs, un peu moins frontal. Ça va être vraiment de s'adapter hein, comme individu. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a quelqu'un qui parlait de l'expression des émotions. C'est pas tout le monde qui est habile avec les émotions. Premièrement, c'est pas tout le monde qui les ressente. Ça peut se transformer, les émotions, plutôt en espèce de
de mal-être intérieur, mais de les identifier, de les nommer, ça peut être une tâche ardue pour plusieurs personnes. Alors, imaginez comment ça peut être difficile de le partager aux autres quand nous-mêmes, on n'est pas au fait avec ce qu'on vit. Si on n'a pas été encouragé, si nos émotions n'ont pas été validées, ça peut être aussi un autre défi. On fait juste prendre, je vais donner des exemples par rapport aux hommes, là. Je peux pas faire autrement que d'en parler, mais fut un temps où les hommes, l'éducation qu'ils recevaient, c'est qu'un homme, ça pleure pas, un homme, s'est fait fort. Heureusement que ça change, notre société tend à vouloir changer, mais c'est encore présent. On le vit encore avec certaines générations. Fait qu'imaginez aussi au niveau de différentes cultures, ça peut aussi être plus encouragé dans certaines cultures, cette espèce de modèle masculin-là qu'on connaît ou qu'on a déjà défini. Une chose que je ne vous ai pas parlé, mais une chose à considérer aussi dans toute notre approche ou dans notre posture, c'est la barrière de la langue, les barrières linguistiques. Pour des gens que leur langue maternelle n'est pas le français, qui ont appris le français, vous savez comme moi que exprimer certaines émotions dans une langue qu'on ne maîtrise pas beaucoup, ça peut être un enjeu important. D'où l'importance de faire appel à des interprètes. Là, je parle davantage aux gens peut-être qui sont plus en intervention. Donc, souvent, un interprète va permettre justement d'aller chercher ces petites nuances-là au niveau de l'expression des émotions. Ça peut faciliter ou rendre les choses un peu plus difficiles aussi. C'est un enjeu, surtout dans un contexte de, de crise ou dans un contexte d'urgence. Des fois, l'usage d'un interprète peut venir complexifier un peu les interventions à effectuer. Oui, Il y avait une question dans le clavardage, je ne sais pas si tu permets que je te la pose aussi. oui, s'il vous plaît. Donc, il y avait Mélanie qui demandait un ado qui a des idées suicidaires et qui ne veut pas parler avec ses parents quand il s'agit d'un sujet tabou dans sa culture. Il Oui. craint d'être rejeté en lien avec la culture, justement. Est-ce que tu aurais des idées d'intervention? C'est sûr que les adolescents, on a tendance beaucoup à les retourner vers les parents parce que c'est eux qui sont les mieux placés pour prendre soin. Sauf que parfois, ça peut être plus complexe. Ça pourrait être de peut-être vérifier avec cet ado-là un adulte significatif autre que les parents. Dans un premier temps, puis là, c'est certain que si on est dans un contexte d'intervention, si la personne qui a posé la question est intervenante, je vous dirais de faire attention parce qu'il y a toute une question aussi au niveau du danger. Faut être prudent. À ce moment-là, faites-vous accompagner pour savoir c'est quoi la meilleure action, mais on va davantage, tu sais, pour essayer d'ouvrir la discussion, pour essayer d'aller chercher la confiance, on pourrait demander à cet ado-là, ben, quel adulte que tu as dans ton entourage vers qui tu pourrais te tourner, avec qui ça serait plus facile d'en discuter. C'est qu'on veut vraiment que un adulte significatif soit au courant des idées suicidaires. Le problème qu'on a souvent avec les adolescents, c'est qu'ils vont davantage vouloir en parler à leurs amis parce que dans leur développement, ils sont rendus là. Hein. C'est plus les pères, c'est plus les amis qui sont importants plutôt que les adultes. Mais on ne veut surtout pas donner la responsabilité à d'autres jeunes de son âge de gérer peut-être des propos suicidaires. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer de trouver d'autres adultes à ce moment-là. Fait que on va commencer comme ça, puis tranquillement, on va essayer
diminuer la résistance du jeune à parler à ses parents. On peut lui proposer aussi de l'accompagner là-dedans. On peut lui donner des faux choix. Hein, est-ce que tu préfères que ce soit moi qui en parle à tes parents? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Est-ce que tu préfères leur en parler en premier? Moi, je leur en parle par la suite. Donc, il y a différentes propositions qui peuvent être faites avec cet ado-là. Est-ce que tu avais d'autres questions dans ton... Il y avait une autre question, mais auquel on ne peut pas répondre. C'est Serge qui avait demandé si on avait les taux de suicide pour les personnes 2S LGBTQ pour 2026. Juste mentionner que, pardon, ma voix fait défaut, on avait demandé à la santé publique s'ils pouvaient nous sortir des statistiques en lien avec la diversité sexuelle ou de genre, mais les statistiques n'étaient pas disponibles, donc on n'a pas ces taux-là. J'ai vu par ailleurs qu'il y avait un portrait des comportements suicidaires au Québec qui est sorti, qui est publié par l'Institut national de santé publique. J'ai regardé rapidement dans ce portrait-là, mais ça fait une distinction plus homme-femme, l'âge. Fait qu'on n'est pas tant là au niveau de la diversité plus particulière. C'est la même affaire avec la diversité culturelle parce que ces données-là ne sont pas systématiquement consignées ou vérifiées. Donc, c'est plus difficile. Tu sais, on a davantage une tendance. Tu sais, on le sait que dans la population LGBTQIA+, on le sait que le risque suicidaire est un petit peu plus élevé. Le taux de suicide est un peu plus élevé. On n'a pas les chiffres exacts. Et ce n'est pas en lien avec cette espèce de différence-là. C'est davantage en lien avec comment, c'est quoi le genre de support que la personne a. C'est pas le fait d'être gay qui fait en sorte que tu vas te suicider plus, c'est tout ce qui entoure le dévoilement, c'est tout ce qui entoure la réaction est-ce que la famille le supporte ou il a vécu justement du rejet? Donc, c'est davantage ces espèces de moments critiques-là qui sont en lien avec des taux de suicide un peu plus élevés. C'est davantage l'entourage. C'est la même chose avec les personnes immigrantes. Tu sais, quand on a, je pourrais peut-être vous parler d'une culture, entre autres, si on regarde les Japonais. Puis là, je ne veux pas faire une généralité, mais mondialement, les taux de suicide pour les Japonais, pour les gens qui viennent du Japon, sont toujours plus élevés que les autres pays ailleurs dans le monde. Ça fait des années que c'est comme ça, mais culturellement, de façon culturelle, le suicide est une issue acceptable au lieu de déshonorer la famille. Si tu poses un geste ou tu fais quelque chose qui va amener du déshonneur, c'est mieux vu que tu te suicides que tu fasses que la famille soit déshonorée. Donc, culturellement, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais là encore là, allez pas dire que c'est tous les Japonais, c'est pas vrai, là. Mais c'est une tendance qui est en train de ressortir. Fait que les statistiques sont difficiles à avoir exactement. Puis tu as raison, Marilyn, le portrait qui est sorti sur les comportements, on n'a aucune donnée là-dessus, là. C'est davantage les régions, davantage, mais il y a rien en lien avec les professions ou avec le genre ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez difficile à savoir. Mais le risque est augmenté. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais d'intersectionnalité. Donc, si on combine les facteurs de risque en lien avec le suicide, déjà en partant, là, tu sais, on les connaît, là, on en connaît beaucoup. Mais là, tu ajoutes en plus les facteurs de risque en lien avec le fait d'avoir une diversité sexuelle. En plus, tu ajoutes tous les facteurs en lien peut-être avec un problème de santé mentale ou en lien avec une consommation plus abusive. Tout ça vient s'ajouter. Fait qu'on parle d'un effet de cumul que je vous ai parlé tantôt. Fait que ça vient augmenter les risques, bien entendu. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, il y a une autre question, puis on revient un peu à ce que tu mentionnais tantôt, d'autres questions
qui avait été posée là, dans le cas d'un enfant qui vient se confier il vient se confier à vous en lien avec son envie suicidaire, puis il ne veut vraiment pas en parler à ses parents. Il veut pas que ses parents le sachent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tantôt tu parlais d'avoir un autre adulte significatif? Sinon, si ça, c'est pas possible, est-ce qu'on dirige vers vous, vers le 811? Je ne sais pas, Ouais. pour avoir du soutien, que ce serait quoi l'autre option? Là, tu vois, tantôt, tu me parlais d'ado, là, tu me parles d'enfant. Oui, Fait que enfant. la première question que j'ai, c'est si c'est un enfant de 13 ans et moins, systématiquement, les parents doivent être avisés. Que l'enfant veuille ou non, le parent doit être informé. Parce que là, on arrive un peu avec les lois, là, tu sais, le droit à la confidentialité. Un jeune de 13 ans et moins, il n'a pas le droit à sa confidentialité. La personne qui est responsable de lui, c'est son parent. Donc, ça, c'est un incontournable. Ça, on peut pas faire de passe-droit là-dessus. Pour les adolescents, c'est là que j'aurais envie de vous dire, tu sais, un enfant mineur, là, tu sais, que 14, 17, ça demeure quand même qu'il y a un risque pour sa vie et les gens qui peuvent assurer sa sécurité, ce sont ses parents. Il passe le plus clair de son temps en présence des parents. Donc, comment un parent peut faire pour augmenter sa vigilance s'il n'est même pas au courant que son ado a des idées suicidaires? Je connais aucun parent qui va être plus protégeant ou protecteur s'il n'est même pas conscient qu'il y a un danger possible. Donc, la base, le minimum, c'est que le parent soit informé. Là, je sais que c'est tout un enjeu par rapport au lien. On ne veut pas perdre le lien de confiance qu'on a bâti avec ce jeune-là. Vous pouvez quand même, dans vos interventions, dans vos propos, essayer de comprendre la raison qui fait que le jeune ne veut pas en parler aux parents. Si c'est parce qu'il a peur d'être puni, il a peur que ses parents ne comprennent pas, c'est sûr qu'il va avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on est capable quand même, en parlant avec lui, de venir désamorcer cette croyance-là, parce que c'est sa perception à lui, là. Fait qu'on va essayer de diminuer les résistances, puis on va tomber dans moi, je dis tout le temps là, que c'est là que j'argumente, là. Les ados sont capables d'argumenter. Moi, comme adulte, je peux argumenter aussi. Mon but premier, c'est que le parent soit avisé. Par contre, avec les adolescents, 14 ans et plus, tout dépendamment du danger par rapport à un passage à l'acte suicidaire, je peux me permettre des fois de me donner un petit délai pour essayer de convaincre le jeune, tout en mettant autre chose en place pour assurer sa protection. Que ça pourrait être de parler à son parrain, ça pourrait être de parler à grand-papa, à grand-maman. Je vais essayer de trouver vraiment un adulte significatif. Ça pourrait des fois être un professionnel aussi à l'école ou un, un entraîneur sportif, par exemple. Mais bien entendu, je me dois de parler à cet adulte-là. Je ne peux pas juste dire aux jeunes, parle-en avec l'adulte que tu me parles. Moi, j'ai quand même des choses à vérifier. Là, on tombe un peu plus dans l'intervention, par contre. Mais comme individu, comme personne qui reçoit les confidences, ben, le mieux, c'est d'essayer justement d'accompagner cet ado-là pour qu'il en parle à ses parents. Merci beaucoup. Je suis assez sensible là, par rapport à ça. Tu sais, dans mes 22 années en prévention du suicide, les pratiques ont un peu changé. Je sais qu'au début de ma carrière, ben, il fallait absolument respecter le désir de l'adolescent, mais j'ai trop vécu de choses en lien avec ça. Maintenant, je suis beaucoup plus sensible et je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup insister pour que le parent soit avisé. Quitte à demander à cet ado-là, avec laquelle de tes deux parents, ça serait plus facile d'en parler en premier. On va essayer justement, puis je vais revenir souvent à la charge. Les fois où je ne l'ai pas fait systématiquement lors d'une première rencontre, vous pouvez être certain qu'à la deuxième rencontre où je rencontrais cet ado-là, je revenais à la charge par rapport à ça. Tu sais,
C'était un sujet qu'on abordait à chaque fois que je voyais l'ado, là. Je revenais là-dessus. Je me souviens aussi, il y a des situations que l'ado me disait: «Tu es gossante avec ça». Oui, je le sais que je suis gossante avec ça, mais je trouve ça important que les gens qui t'entourent le plus soient informés parce que c'est eux qui sont le plus susceptibles de t'aider. Ouais, puis là, des fois, elle me disait: «Ouais, mais mon parent ne saura pas comment m'aider». Ben moi, c'est là que je rentre en ligne de compte. Je peux l'accompagner, je peux l'aider à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour mieux t'aider, tu sais? Mais bon, c'est un travail de longue haleine, fait que dans les cas de doute, surtout si vous êtes intervenant, si vous ne l'êtes pas intervenant, ben communiquez avec un intervenant qui est formé pour que vous puissiez avoir des pistes, puis qu'on vous oriente, puis qu'on vous conseille du mieux possible. Le truc, c'est de ne pas rester tout seul avec, cette gestion d'un risque suicidaire. C'est beaucoup trop lourd de conséquences. Moi, je forme des professionnels du réseau partout, puis c'est le mot d'ordre que je leur dis de ne pas rester toute seule, puis pourtant ils ont des outils pour pouvoir travailler. Fait que si c'est pas votre job d'être intervenant, ben mon message va être encore plus marqué de ne pas rester tout seul. Peux-tu me passer tes notes, ça? Partage, attends une minute, le partage, mes notes de quoi? Il y a des Ben micros oui, d'ouvert, on entend ça des arrive discussions à, secrètes. à comprendre ça, là. Trop. Est-ce qu'il y avait autre chose, Marilyn? Il n'y a pas d'autre chose, mais il y a beaucoup de gens qui doivent quitter. Mais il n'y a pas Parfait. d'autres questions qui sont rentrées par le clavardage. Juste pour les gens, avant de quitter, j'ai mis aussi l'appréciation dans le clavardage. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter. Puis, Sylvie, je te laisse terminer avec les Oui. références, ressources d'aide. Voici les ressources d'aide. Bien entendu, il y a 2 centres de prévention du suicide en Estrie. Il y a Je vis, qui est plus là au niveau Val-Saint-François, Haut-Saint-François, le Granit et tout ça. Vous avez nos coordonnées. Juste de vous rappeler que les services de Je vis maintenant, nous n'offrons que des rencontres en face à face. Nous ne faisons plus d'intervention téléphonique. Le centre de prévention de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, qui est situé à Granby, dessert ces 2 régions-là. Donc, si vous venez plus de la région de Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, c'est le centre de prévention. Centre de prévention du suicide de Granby, lui, il fait encore de l'intervention téléphonique et il y a aussi des suivis en face à face. Donc, je vous ai laissé une diapo. Il y a les ressources d'aide provinciales que là, vous allez voir amplement dans les médias. Donc, le téléphone, le 1866 appel, qui est la ligne 277-35-53. On a de l'intervention par texto maintenant qui est possible avec le 53 53 53. Et bien entendu, suicide.ca qui donne beaucoup d'informations, qui offre beaucoup d'outils, mais vous avez également la possibilité de clavarder avec un intervenant en prévention du suicide. Ça, c'est vraiment pour les gens qui aimeraient peut-être moins parler au téléphone. C'est disponible. La trousse Horizon que je vous ai parlé, qui est super bien faite. Sérieusement, moi, je suis passée au travers. N'hésitez pas, tous les gens là, qui sont plus en intervention, il y a énormément d'outils. Vous avez des fiches imprimables qui vous permettent aussi d'aller chercher les facteurs plus associés à tel problème, à telle situation. Donc, on a plein de fiches imprimables qui sont là. Il y a des vidéos aussi. Donc, super intéressant si vous voulez aller plus loin. Je vous ai mis les sources également. Donc, voilà. Ça ferait le tour. Merci beaucoup, Sylvie. Franchement, tu as beaucoup de commentaires d'appréciation également qui sont dans